Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Rose Penel. Rose, bonjour. Bonjour Martin, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec toi. Ça y est, enfin, on y Ouais. arrive. Ça fait quelques temps qu'on se connaît. Alors, à chaque fois que je t'ai au téléphone, t'es en train d'avoir une nouvelle carrière. Oui. C'est une Rose actrice qu'on accueille aujourd'hui au micro. Raconte-nous un peu ça, Rose. Et moi, j'ai une question pour mettre directement les pieds dans le plat. Est-ce que tu es une personne sourde qui veut être actrice ou est-ce que tu es une actrice qui a la particularité d'être une personne sourde? Eh ben, merci pour ta question, très pertinent. Je pense être une actrice qui a la particularité d'être sourde parce que sais pas ce qui me définit et je vais être comédienne avant tout avec le travail qu'il y a derrière et aussi porter un message qui est la surdité mais sans que ce soit l'objet de ma carrière. C'est un sujet, je trouve, hyper important et intéressant. On dit souvent que c'est notre environnement qui nous renvoie au handicap. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de métiers, et notamment le métier d'acteur, où la représentation du handicap est toujours complexe. Quand on pense personnes sourdes et film, je pense que en France, on a la famille Bélier en tête. C'est vrai. Alors que, globalement, ça c'est un film sur une famille dont un des sujets est comment on vit quand on est atteint de surdité, etc. Et puis c'est un très beau film, by the way. En repensant à ça, je me suis dit, bah tiens, tu vois, c'est marrant, Intouchable, ça a été un très très grand film. Est-ce que le fait que François Cluzet qui joue le rôle ne soit pas en situation de handicap, mais qui joue le rôle d'une personne en situation de handicap, est-ce que là, il n'y a pas un truc qui a été débunké vraiment de manière importante? C'est hyper intéressant. Et tu sais, ce qui est drôle, c'est que j'étais allée à une avant-première d'un film et justement, j'avais croisé des acteurs qui étaient dans l'école. C'est l'ancienne promo de l'école où je suis aujourd'hui. Et ils s'intéressaient beaucoup à ma surdité, le fait que j'étais dans le cinéma. Et ils m'ont posé cette question que tu me poses. Ils m'ont dit, on a eu ce débat en cours, on se disait, est-ce que quelqu'un qui joue une personne qui a un handicap, est-ce que c'est correct ou pas correct? Et ben, je suis un peu mitigée. Et aujourd'hui, je saurais pas te dire parce qu'à la fois, tu joues un rôle. Le métier d'acteur, c'est de jouer un rôle, c'est de se mettre dans la peau d'eux. Aujourd'hui, pas que sur le handicap, il y a plein d'acteurs qui se mettent dans la peau d'autres personnes. Et pour autant, c'est pas forcément maladroit ou bizarre. Par contre, moi, ce qui me dérange peut-être le plus, c'est que du coup, souvent, les personnes qui sont en fauteuil ou qui ont un handicap sont mis dans un rôle où c'est l'objet du film. Et c'est pas, par exemple, la personne en fauteuil roulant qui fait un film et elle est en fauteuil, mais c'est pas l'histoire. Et en France, il a bien fallu commencer par quelque chose, et ça a été Intouchable. Moi, honnêtement, j'ai kiffé. Encore aujourd'hui, je Il est trouve que énorme. c'était un film nécessaire. Le second degré d'Omar Sy, pour moi, il y a plein de scènes cultes dans ce film. Mais c'est vrai que aujourd'hui, maintenant qu'on a ces bases-là, super, et je pense qu'il faut aller plus loin et plus que ce soit l'objet des films, quoi. Donc en gros, ta target, c'est d'être la prochaine Lara Croft? Tu vois, si encore aujourd'hui, j'ai vu des personnes qui jouaient des personnes malentendantes sourdes, et j'ai même accompagné parfois un réalisateur qui me posait des questions pour que le personnage joue, et ça arrive encore aujourd'hui. Ça me dérange pas tant que ça. Comme moi, j'aime jouer aussi peut-être un rôle où je suis pas sourde ou malentendante, par exemple, sans qu'on me demande de retirer mes appareils. Ouais. Parce que c'est déjà Oui. arrivé. Mais tu Ah vois, ouais, t'as eu ça, le truc de attends, excuse-moi, là, tu peux enlever ta barrette? Ouais, de quoi? D'un réal qui, au moment de Oui, te oui, filmer, oui. te dit est-ce que tu peux enlever tes appareils? Ouais. Je t'ai pas Et. raconté? Ah non. Ah ouais, bah ça c'était même pour ça que je me suis lancée sur les réseaux, Martin. Bah ça tombe bien, je vais te le raconter. J'étais prise pour en silhouette, je sais pas si tu sais, mais Ouais. c'est quand on te prend pour un rôle où t'as pas besoin de parler. Tu fais partie du décor, t'es plus que figurant. Et en fait, c'était une scène, un court-métrage dans un restaurant, mais d'une production quand même conséquente. Et on arrive sur place, donc moi, on m'avait pris par photo, donc ils avaient pas vu les appareils, machin. Et on arrive sur place, machin. Moi, j'avais fait. Je m'étais attaché les cheveux, donc vous voyez mes appareils. Et on s'assoit à table. Donc moi, j'étais de dos et la caméra était juste là. Et il vient, monsieur, le réalisateur, qui me dit est-ce que vous pouvez retirer votre appareil droit parce que ça passe pas du tout à la caméra
Donc moi, je me dis, ok, je venais juste à peine d'accepter mes appareils, mon implant et tout. Et je lui dis, bah ça va être compliqué parce que sinon, j'entends rien. T'avais quel âge, là? Je devais avoir 20 ans, 19, 20 ans, ouais. Non, 21. Ok. C'était il n'y a pas si longtemps. Et du coup, je lui dis, bah c'est embêtant, j'en enlève un. Et du coup, il revient une deuxième fois, il me dit, bah non, ça passe vraiment pas, faut que vous m'enleviez les deux, machin. Je lui dis, bah c'est embêtant parce que je vais rien entendre. Il repart, il revient avec, cette fois, ils sont deux. Et il me dit, là, faut que tu les enlèves, ça passe pas. Donc je les retire et je leur dis, par contre, je comprenais rien ce qui se passait, tout le monde était dans le déni. Et je lui dis, bah faites-moi une tape dans le dos au moment où vous faites action, tu vois. Et il me fait pas la tape dans le dos. Donc je suis dans le silence avec les autres comédiens. Et je suis comme ça, j'attends. Puis je me rends compte que la scène a commencé. Donc j'ai fait de l'impro, donc je commence à me débrouiller comme je peux. Et je me retourne, je dis, mais vous m'avez pas prévenu. Sauf que moi, j'avais pas mes oreilles, donc j'entendais rien ce qu'il me répondait. Et ça a duré genre 1 heure comme ça. Où j'étais dans le silence, où j'avais plus mes appareils parce qu'on me les avait pris. C'était une catastrophe. Et j'ai pas su dire que c'était pas normal. Parce que j'ai pas réalisé à ce moment-là forcément ce qui se passait. Et c'est genre 1 mois après que j'ai réalisé que c'était une dinguerie, que c'était une discrimination, clairement. Et là, c'est là que j'ai décidé de prendre la parole. D'accord. Ouais. Mais c'est comme si tu dis à une personne amputée, est-ce que tu peux retirer ta jambe 2 minutes parce que ça passe pas à la caméra. Ça se fait pas. Et en même temps, je pense que eux, ils ont même pas compris. Ils ont pas compris. Oui, cette situation, comment t'arriverais à gérer? Est-ce que ça t'arrive encore des moments gênants comme ça dans un casting ou Si on parle du fait d'enlever l'appareil sans justification, je pense que je pèterais un câble, mais je remettrais les personnes à leur place. Si jamais elles comprennent pas, je me pars du tournage, tout simplement. Et tout en expliquant pourquoi et en faisant une alerte, tu vois. Et dans les castings aujourd'hui, ça ne m'arrive pas. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de moment gênant ou quoi, ou maladroit. C'est plus avant, quand j'avais 16-17 ans, où on n'en parlait pas trop du handicap. Là, j'avais des directeurs de casting qui me disaient, bah, on n'a pas le temps, tu nous fais trop répéter. Enfin, j'étais obligée de les cacher. J'avais fait tout un système pour cacher mes appareils, parce que dans le cinéma, c'était pas possible que tu sois différent, que tu fasses perdre du temps. Et donc, j'ai dû cacher mon handicap quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, j'ai pas encore été confrontée à des directeurs de casting pas patients, mais j'espère en tout cas que ça a changé. Et... D'un regard extérieur, je connais très mal ce milieu, mais il y a un truc un peu chelou, vu de l'extérieur, qui a l'air de se passer. Artus fait un carton incroyable avec un petit truc en plus juste avant les Jeux. C'est la plus grosse sortie, et donc on voit bien que le sujet est sur la table, c'est génial. Enfin, ça doit faire changer le regard de la société sur le handicap. Et alors, je vais aller dans un endroit un peu... Dis-nous. Mais en fait, j'ai l'impression que, à la fois d'un point de vue très awareness, prise en compte du handicap, les gens comprennent que ça peut être lié à des moments de loisirs, cool, qu'il y a des vrais... Moi, j'ai eu l'occasion d'interviewer Stanislas Carmon dans Atypique. C'est un super acteur. Au moment où il y a la caméra qui s'est lancée, dans son œil, dans son regard, dans sa posture, j'ai vu qu'il est passé en mode acteur et tout, donc on sent bien ça. On a eu l'occasion de faire un tournage ensemble sur une vidéo où on voit bien qu'il y a ce truc très pro. Et donc, on s'attend à ce que le regard ait changé, et pour autant, j'ai l'impression que ça a un effet un peu de « Ah putain, le handicap, ça marche, donc je vais m'y mettre ». On voit plein d'humoristes, Washing. plein de gens qui viennent prendre ce sujet-là, peut-être plutôt pour des questions de notoriété que des questions de vraiment faire changer les choses. Et j'imagine que dans les castings et dans les sélections, il y a un peu parfois le truc de « Ah oui, bah tiens, en fait, vous oublierez pas ». Alors, je suis... mais il faudra l'handicaper là, au fond à gauche, parce que sinon, tu vois le côté un peu quota. Et en gros, bah, comment on arrive à mener sa carrière, à la fois parce que bah, j'imagine que le sujet, il est important pour toi, et donc s'il faut le défendre,
Et en même temps, si ton objectif c'est d'être la prochaine Tomb Raider ou tourner dans le prochain Batman, ou tu m'as dit que t'étais fan de cascade, Ah, et j'adore. donc voilà, aller dans un film d'action ou autre, bah en fait, ça sera pas pour jouer effectivement ce rôle-là. Bon, il y a deux questions, et il y en a une qui est un peu plus touchy, Ouais. mais Je vois ce que tu veux dire, un peu ce washing qu'il faut faire attention. Bah, du coup, c'est un peu valable, pas que pour le cinéma en vrai. C'est vrai que malheureusement, c'est une des faces qui est compliquée. Je pense qu'on en a un peu tous conscience. Maintenant, l'idée, c'est plus de sortir de cette case-là et du coup, de pouvoir avoir des rôles où, comme je te disais, c'est pas forcément l'objet du truc et qu'on ne soit pas pris, je sois pas prise parce que je suis sourde. Tu vois. Alors parfois, c'est cool quand c'est pour jouer, tu vois, des histoires fortes ou des scénarios particuliers, mais le but, c'est un peu de passer ça. Et un petit truc en plus, ça a été le film qui a un peu fait exploser aussi ce sujet-là, et ça a été super. Forcément, après, il y a eu un truc un peu de comment dire, de washing, et c'est là qu'il faut un peu sortir de ce truc en disant, bah, oui, certes, par exemple, il y a une personne qui a une trisomie 21, mais elle peut jouer autre chose que ce rôle-là, tu vois. Et, et ce travail-là, je pense qu'il va prendre un peu de temps, mais ce film était nécessaire, parce qu'on en a entendu parler, les gens comprennent l'ampleur de ce que ça a, même dans les tournages, pour que toute l'équipe, même post-prod ou technicien, soit sensibilisée. Mais ça reste du travail. Et le problème aussi, je sais pas si tu as vu, c'est qu'Artus, par exemple, il avait eu du mal à habiller ouais. ses acteurs au Ah bah Festival de oui. Cannes. Et tu te dis, donc tout le monde est là, oh c'est génial, mais personne n'habille les acteurs, tu vois. Donc il y a ce côté-là un peu qui est un peu dérangeant. Mais j'espère qu'on va sortir de ça. Mais ça m'étonne pas, malheureusement, qu'il y ait ce truc-là. Mais j'espère que ça va s'estomper après. Est-ce que tu as des actrices ou des acteurs, des gens du cinéma que tu regardes et qui sont un peu les modèles dans ces sujets-là de ah bah je savais pas, mais lui ou elle est concernée par tel truc, et en fait bête d'acteur ou bête d'actrice, on voit de plus en plus quand même des grandes personnalités publiques prendre la Mhm. parole en disant bah vous savez que moi je suis en situation de handicap, mais ça a jamais été le sujet quoi. C'est une bonne question déjà. Dans la surdité, j'ai pas trop de références. Ok. Il y a juste une jeune fille, et je ne saurais pas son nom, mais qui était dans Sex Education. Et elle avait fait le buzz parce qu'en fait, du coup, c'était la première fois qu'on voyait un personnage qui avait un implant, qui avait une surdité, mais que c'était pas l'objet. Et ils en parlaient très de façon délicate, mais elle était dans une bande de potes, tu vois, c'était pas. Elle faisait sa vie, quoi. Ouais. Donc je me suis dit, ah, c'est la première fois qu'il y a un rôle un peu. Donc ça, c'était à Londres. Mais je crois que l'actrice de Stranger Things, il me semble qu'elle avait des. J'avais su qu'elle avait des problèmes d'audition aussi. Ok. Et qu'elle commençait un peu à se battre sur ces causes-là. Sinon, j'ai l'impression que. Enfin, je sais peut-être moi, mais qui c'est pas si communiqué que ça. Et Mais parce que c'est pas le sujet aussi. ouais, puis toi, tu vas. Enfin, en fait, je pense que c'est les jeunes qui cassent les codes. Moi, je Ouais. suis hyper content qu'on fasse cet épisode ensemble parce que tu fais partie des rares jeunes avec des codes de jeunes. Je veux dire, t'as 25 ans. Non, mais. J'espère garder euh, mes codes de jeune encore. ouais, mais en fait, c'est pour moi toute une vibe très cool qui arrive parce que si on veut faire changer la société, il faut changer la société avec les gens qui font la société. Et donc le faire sans la jeunesse, moi je suis toujours inquiet quand on travaille en réglementation, au niveau de l'État, dans les lois et tout ça, que ça soit beaucoup de personnes très âgées qui certes apportent une expérience, mais nous expliquent comment il faut faire pour nos enfants, Ouais. alors que le monde il a changé. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est important d'avoir une diversité. Et autant que nous, tu vois, je trouve que les personnes qui ont plus d'expérience, c'est incroyable. Mais je pense que du coup, il faut qu'il y ait plus d'équité, qu'il y ait aussi les jeunes qui ramènent un peu, qui sont cash, tu vois, qui passent pas par quatre chemins, ils disent ils vont. Ça plaît pas, tu vois. Mais je pense qu'il y a besoin un peu de cet équilibre-là. J'espère que ça va arriver, même dans le domaine du handicap, dans le domaine de l'inclusion. Mais Mais ça commence, mais j'ai l'impression quand même que... tu m'as parlé d'un de tes potes qui est genre un futur gros Oui. combattant. Ah oui. Et en fait, c'est un gros combattant UFC et tout ça. Il est Où pas encore à il est pas encore à l'UFC. l'UFC, mais en gros, c'est la Ouais. route qu'il prend. Ouais. Et en fait, tu m'as dit, bah, tu sais, pour info, lui, il est atteint de surdité, mais juste Ah personne mais n'est au courant, il prendra pas la parole c'est... dessus. Mais en fait, c'est juste un bête de combattant. Ouais.
il s'entraînait mais d'arrache-pied depuis que je sais pas quel âge il a, mais il fait du sport depuis tout petit et c'est un peu aussi ce qui l'a élevé. Ses frères, ils l'ont toujours soutenu dans ça. Le gars, ouais, il fait la bagarre, quoi. Il rigole pas. Les gens sont un peu en PLS après. Mais tu vois, il a pas voulu faire en sorte que ce soit l'objet du truc. Ses coachs, ils l'ont pris comme il était. Il est arrivé, voilà, moi je veux me battre, tu vois. Mais après, c'est très, c'est de l'entraînement, c'est comme du judo. Ouais, bien sûr. Et ils l'ont pris comme il était, ils se sont adaptés. Ils ont appris la langue des signes et c'était même pas un sujet. Et donc, ils l'ont entraîné comme un combattant, tu vois. Ils ont pas dit il est sourd, malentendant, machin. Ils l'ont entraîné pour entrer dans la cage, quoi. Et bah là, j'ai fait le voir en combat la dernière fois. J'étais comme ça, quoi. Je me suis dit, ah ouais, ok. Et tout le public, tu vois, ils ont applaudi et tout. Il y a eu aucun bruit quand il est arrivé, c'était un délire. Et je suis trop fière de lui et je le connais très bien. Donc, pour moi, lui aussi, c'est la preuve que t'es pas obligé de parler forcément de ton sujet pour qu'il soit impactant. Tu peux aussi le montrer sur le terrain en y allant et en montrant que c'est possible, en cassant les portes, en rentrant par la fenêtre. Et c'est un peu ce truc-là, moi, que j'essaie de plus faire aujourd'hui. De moins, tu vois, parler et de plus agir. Donc, mais c'est très dur comme voie. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, ça pose une autre question, c'est est-ce qu'en fait on crée pas nous-mêmes nos propres conditions? Autrement dit, si tous les jours tu prends la parole sur ton retour d'expérience en tant que personne en situation de handicap, bah sortir derrière de ce sujet-là, c'est compliqué. Ouais. Alors que si tous les jours tu t'entraînes pour devenir un grand combattant, bah tu seras un grand combattant et une fois que tu es un grand combattant, là, si tu veux parler du handicap, parle-en, mais ça sera secondaire. Alors que en fait, c'est quand même un poids, notamment pour des personnes en situation de handicap depuis l'enfance, où bah, c'est quand même, tu te bats avec et contre ça toute ton adolescence, quoi. Enfin, toute ton enfance, ton adolescence. Ouais. Et ça me fait souvenir que du coup, bah, j'ai eu, je t'avais raconté que j'ai eu ce déclic, je dirais, où je suis un peu partie dans cette voie et c'était nécessaire, tu vois, de témoignages ou de dire tout, de balancer ce qui va pas, pour aussi aider d'autres personnes, mais à la fois, j'avais aussi un peu envie de sortir de cette case que je me suis créée toute seule et c'était nécessaire. Mais une fois qu'on est dedans, bah, pour en sortir, c'est chaud, quoi. Et je t'avais raconté le truc. Mais vas-y. Bah, vas-y. Non, moi je vais revenir sur l'enfance, donc on peut commencer par ta petite anecdote. Mais juste en parlant de ça, du coup, comment j'ai fait aussi pour sortir de cette case, est-ce que tu disais que c'était nécessaire de s'entourer de personnes qui te prennent à égalité, sans traitement de pitié parce que tu as un handicap, machin. Moi, je me suis inscrite dans des cours d'acteurs, dans un groupe, et la prof, elle m'a dit clairement, au début, je sais que tu as une surdité, je vais m'adapter à toi, donc elle répondra à mes besoins, mais elle me fera pas de traitement de faveur. Et quand elle m'a dit ça, j'aurais pu éclater en sanglots et tout, mais même pas. Je l'ai regardée comme ça, je fais ah, elle, je la kiffe, et je vais aller dans son cours juste pour ça, juste parce qu'elle m'a dit que j'aurais pas de traitement de faveur et que bah, je serais à égalité avec les autres acteurs, quoi. Mais je crois que ça, c'est vraiment important et c'est une question de mindset. Là, tu sais, on est dans le cadre du Tour de France Je ne suis pas handicap, où l'objectif, c'est de créer 1000 emplois pour des personnes en situation de handicap dans les 2 ans, pour montrer que la question, c'est la performance. Moi, à côté de tout ça, je dirige un groupe métier d'une centaine de personnes, donc j'ai recruté beaucoup. Évidemment, on a beaucoup de personnes en situation de handicap dans les équipes. À chaque fois, j'ai recruté des personnes pour, leur envie de venir bosser chez nous, parce que je crois que si tu fais pas les choses avec envie, ça sert à rien, et 2, leurs compétences dans leur métier. By the way, on adapte ce qu'il faut adapter pour être sûr qu'ils soient le plus performants, et d'ailleurs, quand on le fait, c'est pour être certain qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur métier. Qu'ils voient pas, qu'ils entendent pas, qu'ils aient besoin de se reposer, qu'il y ait besoin d'adapter le poste de travail, etc. Je veux dire, ça nous viendrait pas à l'idée d'avoir un magasin dans lequel on met pas de lumière parce que ça coûte trop cher, ou parce que en fait, tu mets de la lumière parce que tu veux vendre tes produits, quoi. Là, tes salariés, quand ils rentrent chez toi, il faut qu'ils soient le plus performants, donc il faut qu'ils puissent travailler correctement. Et je crois que ça, c'est hyper important. J'avais eu l'occasion d'avoir Virginie Pinson d'Amazon, qui est la mission handicap Amazon. Ils font un truc chez Amazon que je trouve génial et qu'on va reproduire nous.
Elle te dit, quand tu passes la porte d'entrée d'un entrepôt, d'une succursale, du siège, t'es amazonien ou amazonienne. Mhm. Et ton seul objectif, c'est d'apporter ta valeur ajoutée au projet. Parce qu'on veut la meilleure expérience client, être l'entreprise la plus centrée sur le client au monde. Donc, il n'y a pas d'handicap, il n'y a pas de diversité, il n'y a pas de sexualité, t'es amazonien, amazonienne. Mm. Oui, t'as des besoins spécifiques, il y a des choses qu'il faut qu'on adapte et on va le faire. Mais en fait, ton seul enjeu, c'est d'être performant. Et je crois que Ok. ça change tout. Toi, ton enjeu, quand tu arrives sur un casting, c'est d'être la meilleure actrice. C'est tout. Quand tu vas faire une cascade, c'est de faire la meilleure cascade. J'ai pas encore pris les cours de cascade. Ah, Je regarde une petite vidéo pour voir si ah ouais. ça va ou si c'est... J'ai hâte de voir le nouveau Mission Impossible. Ah ouais. Écoute, tu penseras à nous hein, quand tu seras à bah, Hollywood. Je t'appellerai en FaceTime. Mais en fait, oui, il y a des besoins spécifiques et il faut adapter. Mais c'est pas le sujet. Et tant qu'on reste dans ce truc un peu médico-social, un peu charité, ah bah je vais accepter que tu sois moins performante parce que tu es en situation de handicap, bah en fait, on dessert complètement la personne, on dessert le propos, on dessert tout. Ce qu'il faut, c'est que tu sois la plus performante possible. Après, que tu aies besoin d'être adapté, ou que tu aies besoin d'adaptation. Je vois Séquence Clé Production, par exemple, Charlotte, quand on a fait le tournage ensemble, les équipes et tout, j'ai pas, à zéro moment, j'ai pas eu l'impression d'être sur un grand tournage, en fait. Je me suis dit, je suis dans un tournage, tu m'aurais dit, on va filmer un film ou je sais pas quoi. Ah, c'était un tournage. C'est un tournage, quoi. Ouais. Et la meuf, elle connaît par cœur son job et elle le fait. Et après, oui, elle se déplace en fauteuil, mais on s'en fout. Mais ouais, c'est pas le sujet. J'étais avec toi en plus, franchement, j'ai rien eu à dire. C'était genre parfait, et tout le monde était corda, il y avait une bienveillance sur le plateau, peut-être que j'ai pas retrouvé aussi ailleurs. Ouais. Et franchement, c'était fou. Comment on décide de se lancer dans le cinéma quand on est une jeune femme, quand on voit tout ce qui s'est passé, l'affaire Weinstein, tous ces trucs-là, comment t'arrives à gérer ce sujet-là et à être, tu vois, suffisamment à l'aise pour pouvoir faire ton taf, atteindre tes objectifs, ta passion, et en même temps avec tout le poids du passé et de tous ces trucs un peu de milieu qui paraît de l'extérieur un peu obscur, chelou. Ouais. J'avoue que au début, moi, je me suis lancée dans le théâtre, c'était aussi une passion. Tu vois, je n'avais pas connaissance de toutes ces choses-là. Et c'est, en fait, il y a eu le mouvement MeToo qui est arrivé. Je crois que je devais être au lycée ou à la fac. Et là, moi, tu vois, je commençais à être une jeune femme, donc t'apprends tout ça, tu te dis, c'est quoi ce monde de fou? Et le cinéma, encore pire. Donc, tous les trucs ont éclaté au même moment. Et c'est vrai que à l'époque, j'avais lâché le cinéma, donc j'étais dans les études, mais j'y pensais fortement. Et moi, donc quand je faisais les castings, ça m'est jamais arrivé, tu vois, de tomber sur quelqu'un qui avait un comportement inapproprié, mais en tant que jeune femme, ça met une pression quand même. Et le cinéma, c'est un monde un peu de rêve aussi. Les gens savent que surtout les jeunes femmes sont passionnées. Et moi, j'ai commencé à 16-17 ans, tu vois, les castings. Heureusement, tu vois, que je suis pas tombée sur des personnes un peu mal intentionnées, mais tu te dis, je pense qu'à l'époque, j'aurais pas eu les épaules, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est des sujets hyper importants qui sont mis sur la table, qui doivent être mis en lumière. Et ça commence à changer, de commencer à avoir, tu vois, des syndicats, des assos qui se créent, un mouvement. Il y a les réseaux qui font que maintenant les gens, ils se calment un peu. Mais c'est vrai que c'est une question, déjà que j'ai un handicap, tu vois. Bah ouais. Et en plus, je suis une femme. Et ça devrait pas, tu vois, être un sujet, mais c'est un sujet aujourd'hui. Et je suis jeune. et je crois que j'avais fait un post sur ça en ce moment, il y a un moment sur LinkedIn. Ça fait peur. Mais aujourd'hui, j'en suis consciente, tu vois, de ça. Et je laisserai jamais, tu vois, un comportement passer. Il y a la chance d'avoir les réseaux. Et surtout, j'ai fait en sorte de créer aussi, et c'est horrible de dire ça, mais pour pas que je sois dépendante du cinéma. C'est-à-dire que j'ai créé aussi tout un truc sécurisant autour pour que j'y aille, mais sans cette pression particulière de
je vais tout mettre dans ce film-là parce que bah, j'ai peur, tu vois. Et de ne pas agir par la peur, mais surtout, bah, ces comportements, ils ont rien à faire là, quoi. Et que ce soit dans les discriminations handicap, que ce soit dans, tu vois, ces violences-là, bah, j'ai l'impression qu'on est un peu dans l'ère où ça éclate et que maintenant, il va falloir bah, poser les choses sur la table et mettre des règles et des sanctions qui soient conséquentes. Donc, la réponse est ouais, ça fait flipper. Et en même temps, moi j'ai l'impression que la jeunesse bouge vachement vite sur ces sujets-là. Euh, Enfin, même chez les beaucoup plus jeunes, j'ai l'impression que les comportements déviants et autres sont beaucoup moins ok, tu vois. Je veux dire, Mhm. je crois que la jeunesse sert vachement à ça. Moi, je vois pas mal les youtubeurs prendre la parole sur ces sujets-là. Même, tu vois, des Inoxtag sur la question de la santé mentale. Ouais. J'imagine que, alors je connais mal son contenu, mais Lena, Situation et autres, je pense que c'est des personnes qui sont dans des milieux aussi mode et tout ça, qui doivent être très complexes. Et j'ai l'impression que c'est des personnes qui sont vachement engagées. Alors je sais pas si c'est que sur les réseaux ou s'il y a des choses profondes derrière, moi je les connais pas. Mais quand même, l'image que ça me renvoie, c'est qu'on peut faire confiance à cette jeunesse de, on va dire, 15-25, là. Mm. Est-ce que, est-ce que l'avenir du cinéma, c'est dans des studios standards? Est-ce que c'est sur Netflix? Est-ce que c'est sur YouTube? Tu vois, j'ai l'impression que le monde, il est en train quand même un peu de bouger, que la question de la place des réseaux sociaux là-dedans, elle est immense. Moi, quand je regarde Inoxtag faire l'Everest, franchement, son documentaire, il est aussi divertissant qu'un contenu qui pourrait être fait par une grosse prod télé ou une grosse prod. Et j'ai l'impression que le contenu se déplace un peu. Est-ce que toi, t'es en lien avec les Prime, Netflix et YouTube, ou est-ce que ça reste quand même un milieu plus ordinaire, on va dire, des grands studios, des grosses majors C'est une bonne question, tu vois. C'est pas forcément le questionnement, tu vois, que je me fais en ce moment. Je pense que dans tout cas, il y a même une fille qui s'appelle Enora Hop, je sais pas si tu le connais, qui elle fait du cinéma toute seule en autoproduction sur Insta. Et elle fait des trucs, tu te dis, mais comment elle a fait ça toute seule? Bref, elle est incroyable, mais tu vois, elle a ouvert un peu aussi ce monde dans la création de contenu, mais très quali, très cinématographique. Moi, je pense que ce serait triste, tu vois, de te débarrasser, tu vois, pour moi, le cinéma, c'est le cinéma, tu vois. Tu vas regarder un film en salle, c'est une expérience depuis des années, et j'espère que ça se démodera jamais, parce que pour moi, c'est ce qui fait la magie du cinéma, tu vois. Ça n'a rien à voir avec un film que tu vas voir sur YouTube ou un film que tu vas voir sur ta télé, sur Netflix, c'est différent. Donc, j'espère que ça se perdra pas. Je trouve que c'est des types, tu vois, qui sont différents films, différentes productions. Donc, j'espère qu'il y aura toujours cette distinction. Moi, honnêtement, ce qui me fait peur, c'est même pas ça, c'est l'IA. Ah ouais. Ah bah ouais. Et encore, j'ai vu une IA qui m'a suivi sur Insta, un truc, tu sais, où ils font limite des clones d'acteurs, genre. Ça, T'as acheté le j'ai... tableau de Brad Pitt? Ah non. Non, mais tu dis, mais c'est flippant, quoi. Ça, tu vois, moi, ça, c'est plus ça la menace que, tu vois, du contenu qui bouge, et je trouve ça, c'est cool. Mais pour moi, le plus gros danger, c'est l'IA. Dans le cinéma, C'est en tout marrant cas. ça. C'est marrant parce que putain, t'as 25 ans quoi. Bah N'aie pas peur de ouais. ça, arrête. Bah ouais. Non, en fait, mais moi j'ai l'impression que ça c'est un. Je comprends la crainte. J'y crois pas trop, en vrai. Parce que je vois Ouais. les jeunes, ils captent tout de suite. C'est marrant, moi, je vois mes petits, 9 et 11 ans, ils regardent une image. Moi, j'ai pas l'impression que c'est une IA. Ils disent, mais papa, évidemment que ça, c'est de l'IA, t'inquiète. Et je te rejoins complètement sur l'expérience cinéma. En ayant des enfants, je suis retourné plus au ciné pour leur montrer des films et Mm. tout ça. Et en vrai, bien sûr que ton expérience, elle est complètement différente dans une salle avec le bon Ah bah siège, le ouais. bon son, en étant concentré sur le film et en n'étant pas en train de faire un texto ou d'être en train de scroller sur Insta pendant que tu regardes un film. Bah ouais. Euh, et en même temps, je trouve que ça challenge vachement
le vrai cinéma, ces plateformes. Tu vois, il y a eu l'annonce par Netflix du Ils avaient rachat de racheté Warner Bros Warner Bros. Ouais. par mail et tout ça. Et Alexia Laroche-Joubert avait fait un post là-dessus en disant, en posant la question d'un point de vue productrice et tout ça, de dire bah en fait ça pose quand même vachement la question du monde qui change et autres. Moi je crois que on oublie vachement de spectateurs là-dedans et que Canal a complètement cassé les codes dans les années 90. Mm. Ça a upgradé en France le cinéma et une série Canal a pas la même saveur qu'une série autre. En vrai, bah, par exemple, Validé, tu vois, quand ils sortent sur Mm. Canal, bah, Validé, ça claque. T'as envie de le regarder, Le Bureau des légendes, etc. Donc on voit bien la question des séries Canal, la patte. Au même titre qu'un truc sur Netflix, bah, on voit bien la patte que ça a. Qu'un truc sur Prime, on a une patte différente. Et que une grosse prod américaine au ciné ou un film d'auteur Ouais. français, bah en fait t'auras pas du tout les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes spectateurs et je pense que ça les challenge. Alors oui, c'est faut se réinventer, donc c'est peut-être un peu compliqué, mais il y a de la place pour tout ça. Ouais, mais tu vois, je trouve que se réinventer, il y a quand même un dosage, tu vois. Moi, je trouve que les films anciens, enfin, je sais pas si t'as remarqué, mais souvent, tous les anciens, que ce soit les films, les vêtements, de tout, ça revient toujours à la mode, tu vois. Et je trouve que c'est plus intéressant de cultiver que toujours vouloir innover, 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 innover. Franchement, je trouve plus ça authentique, en fait. Et je trouve que justement, tout ce qui a été créé avant, je trouve ça bien plus vrai, bien plus intéressant. Alors, forcément, c'est bien d'innover, mais il y a une limite. Tu vois, tout ce qui est IA, je trouve pas ça. C'est Bah, bien ça dans, tu vois, dépend dans pour faire quoi. des choses particulières, genre la santé, de toutes Mhm. ces choses-là qui sont nécessaires. Mais d'un autre côté, enlever cette authenticité qui a fait naître le cinéma, tu vois, bah, je trouve ça dommage. Il y a des millions d'acteurs qui bossent, tu vois, d'arrache-pied. Moi-même, je fais des cours. On vit des choses tellement fortes. C'est un métier qui est hors du temps, tu vois, les relations que ça crée. Et je me dis, c'est bien d'innover, c'est super, mais Mais ça fait un peu peur là bah, de ça se fait dire peur, il faut doser, quoi. c'est quoi ton top 3 film? Cette question, à chaque fois, elle me fait paniquer parce C'est qu'en vrai? fait, moi, je suis quelqu'un, je suis pas genre, ah, moi, j'ai tout noté, les films, tu Ah sais. non, non mais genre là dernièrement, c'est quoi le film qui Dernièrement, t'a fait kiffer c'est ou un film avec Will Smith qui parlait du parcours de Serena Williams, Ok. des deux sœurs. Et j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai adoré ce film. Tu m'as mis dans un truc parce que j'en ai tellement que j'ai adoré et je saurais pas te dire. Mais tu te nourris beaucoup de films, t'as un gros truc ciné, tu vas très souvent au ciné, tout ça, ou pas spécialement? Ouais, j'adore aller au cinéma. Et comment dire, je suis quelqu'un qui lit beaucoup aussi et qui est très dans le visuel. Et par exemple, je vais pas forcément me souvenir d'un film, d'un nom, mais plus de ce que j'ai pu voir, des histoires que j'ai pu écouter, par exemple. Je suis moins, je sais pas si c'est la surdité qui fait ça, mais ah ça y est, c'est bon, j'ai des films qui me viennent. Vas-y. Il y avait un film sur qui s'appelait Civil War, que j'avais beaucoup aimé. C'était sur les photographes de guerre. Et je sais pas si tu l'as vu. Ouais. On était vraiment immergés dans ce truc et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et il y avait une autre, c'était l'histoire d'une femme qui dirigeait les armées, une femme noire, pendant la guerre aux États-Unis, enfin en Ok. France, du coup, et c'était l'armée américaine. Ok. Et elle dirigeait comment dire, un groupe de femmes qui envoyaient les courriers. Ok. Et c'était sur Netflix, j'ai adoré ce film. Ok. Elle était géniale, cette actrice. Et voilà, et plein d'autres. Et dans les livres, c'est quoi le dernier bouquin que t'as lu qui t'a fait kiffer C'était le dernier livre que j'ai lu, c'était Les femmes au bout du monde. 3 femmes au bout du monde. C'était super intéressant sur. C'était le passé d'une jeune femme qui était un peu turbulent. Elle avait besoin de partir loin et d'aller à l'autre bout du monde. C'était en Nouvelle-Zélande, je crois. Et elle rencontre une femme dans un camping avec là, sa mère et son bout avec plein d'animaux sauvages et tout. Et en fait, elle se reconstruit là-bas. Et elle raconte son passé avec son divorce. Mais je trouvais ça hyper intéressant, cette reconstruction et cette acceptation, tu vois, d'erreurs du passé. Voilà. Je sais Ok, pas trop si c'est cool. mon livre préféré,
mais c'était cool. T'as un livre préféré? Ouais, c'est La Tresse. Ok. Tu connais? Bah oui, bien sûr. J'ai trop kiffé ce livre. Ah ouais, yes. Trop touchant. Je l'ai vu en film et en livre. J'ai Bah trop ouais, kiffé. bien sûr. Un livre que j'ai lu, je sais pas si tu l'as lu, mais tu as travaillé avec lui, c'était un peu ton collègue à l'époque, d'accord. Hakim Areski, Ah ouais. son livre, si tu l'as pas encore lu, lis-le, c'est bouleversant. Je l'ai pas entendu beaucoup prendre la parole sur sa jeunesse de militant. Il est vraiment allé au front et c'est comme ça qu'il a perdu la vue. Il a participé grandement aux révolutions en Algérie en tant que Kabyle. Franchement, il m'a bouleversé. C'est un atypique. Il est venu au tout début. Il Et venait de gagner ouais. la médaille d'or au CC Foot quand il est venu faire atypique. C'est un des tout premiers épisodes qu'on a fait, Hakim. C'est un ami vraiment très, très important. Et vu que tu as bossé avec lui, parce que moi, quand Et je t'ai rencontré, tu oui. étais chez Accor. Il était là, je le voyais tout le temps, Hakim. Avec Christian Pansard. Et super livre. Si t'aimes lire, vraiment. Mais ouais, en fait, tous mes potes que je kiffe, ils ont tous sorti leurs livres en même temps. Et du coup, j'essaye de faire un ordre, mais j'arrive pas à choisir lequel je lis en premier, tu vois. Parce que j'ai l'impression de faire une erreur mais il faut que je lise celui d'Hakim. Mais j'avais déjà entendu son histoire, il avait fait des prises de parole et tout. Ce gars, même quand tu le rencontres, je sais pas si tu ressens un truc de paix. Ouais. Il envoie une énergie, Mm. je savais pas expliquer. Donc Hakim, si tu écoutes ce podcast, on te fait une petite Un dédicace. petit big up. Ouais, big up à Hakim Areski. Voilà. Trop bien. Avant tout ça, et on voit bien la Rose militante, engagée, et en même temps qui a toute la vie pour nous montrer ce qu'elle sait faire, et on a hâte de suivre ton parcours, mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ton enfance. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est comment tu nais en sachant pas que t'es sourde. C'est pas marqué, il n'y a pas un post-it sur la tête du bébé, et Ouais. donc on passe par plein d'étapes pour découvrir la surdité, et on voit bien que tu as fait un chemin qui est énorme entre ton enfance et puis aujourd'hui à 25 ans, déjà tout ce que tu as accompli et tout ce que tu as envie de faire. C'est quoi les clés de réussite? C'est quoi, qu'est-ce qu'on peut dire à une jeune femme qui nous écoute, une jeune fille, des parents d'enfants sourds, malentendants? C'est une communauté énorme. Pour rappel, il y a plus de personnes sourdes et malentendantes que de population européenne dans le monde. On parle de 480 millions de personnes, et ce chiffre augmente de jour en jour parce que, évidemment, moins à la naissance, mais plus parce qu'on vit plus longtemps. De toute façon, les problématiques sensorielles augmentent. Comment on se construit? C'est quoi les trucs que tu as vécu? Si tu devais revenir dessus, tu ferais autrement, ou à l'inverse, les choses qui t'ont vraiment aidé dans l'accompagnement de tes parents, dans l'accompagnement médical, dans les profs, l'école, tout ça. C'est quoi les recettes de Rose? Déjà, je pense que je dirais même pas clé de la réussite, parce que je trouve que c'est propre à chacun. Je pense que je pourrais pas dire tiens, faut que tu fasses ça pour réussir, jamais. Mais je dirais que moi, ce qui m'a fortement aidée, en tout cas qui m'a encouragée à, tu vois, même aujourd'hui me battre, à faire ce que j'ai envie, sans forcément écouter les critiques des gens, tu vois, qui me disent non, c'est pas possible, tu vois. Je pense déjà il y a mes parents qui m'ont encouragée depuis que je suis petite, qui certes, tu vois, il y a des moments où ils se sont dit ah, on aurait pu faire mieux, etc. Mais moi, je j'ai pas remarqué ça, quoi, tu vois. Et le fait juste qu'ils m'encouragent et qu'ils me disent bah tu peux y aller si t'as envie, si ça c'est ce que tu veux, vas-y. Bah déjà ça, tu vois, c'est hyper encourageant. Et autre chose, je dirais que ce qui m'a aidée, c'est de mieux m'aimer et de mieux me connaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois en moi, et j'ai l'impression tu vois, d'avoir fait un pacte avec moi-même. Et du coup, je trouve que pour moi, c'est la base, en fait. C'est de te réconcilier avec toi, d'apprendre à t'aimer, d'apprendre à te connaître, donc de nourrir son estime, la confiance en soi, tout ça. Bah ça déjà, t'arrives et tu sais où tu vas, parce que déjà t'es aligné, quoi. Comment t'as réussi ça? T'as été accompagné là-dessus? Non, je pense que c'est c'est se casser un peu la binette, c'est tomber, c'est apprendre. C'est pour ça que quand tu dis il y a des choses que je changerais, en vrai non, parce que ça m'a beaucoup appris.
que ce soit des comportements inappropriés, tu vois, à l'école où j'ai vécu du harcèlement scolaire, des profs qui étaient pas sympas du tout. Je dirais pas que j'ai envie de revivre ça forcément, mais ça m'a appris aussi à me battre pour mes droits, à comprendre ce qui est normal, ce qui ne l'est pas, ces choses-là. Donc voilà, mais s'il y a un truc que je me souviens, même quand aujourd'hui, tu vois, je vis toujours des choses, un peu des doutes, après, grâce à la pluie, tout ce que tu vis là, et bah, il y a des fleurs qui naissent, donc ça te permet de te guider vers l'endroit où tu veux aller. Donc, moi, c'est un peu ma philosophie de vie. Après la pluie, il y a des roses, c'est ça? J'attendais que tu me le dises. Il l'a dit. Ouais, mais en tout cas, c'est propre à chacun. Et je souhaite aux personnes, tu vois, qui écoutent de trouver leur force intérieure, tu vois, de se battre et même pas de se battre, en fait, juste de faire ce qu'ils ont envie de faire. Ce que j'aime beaucoup, et je rejoins beaucoup ça, c'est faire beaucoup, tomber, se relever, et puis parfois ça marche, et donc tu Ouais. restes debout. Et je pense que c'est important d'oser. Tu vois, la première fois que je t'ai vu, c'était en visio, tu bossais chez Accor, on bossait sur les jeux, Ouais. et t'apportais une réponse, en tout cas tu faisais des retours très techniques sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut adapter tout ça avec Christian Pansard. Euh, on discute à Lyon, je dis ah bah tiens, on pourrait faire des vidéos de sensibilisation, tout ça. Il me dit ah bah ouais, très bien, on va faire ça avec Rose, Michael Jeremias, Aki Mareski, tout ça. Je te vois dans une vidéo en mode expérience client ouf. Je te recroise 3 mois après, ah bah tiens, j'ai écrit mon bouquin sur naître avec une Ouais. surdité. Je te revois 6 mois après, t'es sur un plateau de tournage, et puis en fait tu te lances sur tout un truc de conférencière, et puis 6 mois après tu me dis ah bah non mais je pars à Los Angeles, en fait là on va faire des trucs, je veux tester l'Amérique. Et puis en fait tu reviens, et puis là t'es actrice, enfin en fait t'es boulimique de taf, et tu fais des choses, et après ça marche pas, là t'as créé un podcast, Ouais. un café avec Rose, c'est Coffee ça? with Coffee with Rosie. Rosie. Et donc trop bien, tu vois, de faire, et puis bah on verra bien ce qui se passe. Mm. Et l'insouciance, alors faut un caractère hein, pour ça. Mm. Tout le monde n'est pas en capacité de faire ça, Ouais. mais pour ceux qui le sont, libérez-vous du regard des autres, Ah ouais. libérez-vous de ce que les gens vont penser, parce que de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde si on. Merci. Mais c'est grave ça. Et au-delà de ça, tu vois, enfin, je sais pas comment expliquer, mais même, tu vois, les cours, si vous n'arrivez pas à lâcher prise ou vous avez peur du regard des autres, faites des cours d'acteur. Vous n'aurez plus le choix. Et je pense que, en tout cas, ce qui aide, c'est sortir de sa zone de confort et ne pas écouter la voix dans sa tête qui te dit non, tu vas pas y arriver, tu vas tomber devant tout le monde, c'est un truc. Et en fait, c'est se forcer à aller dans la mouise, quoi. Et après, tu te retrouves dedans. Et quand tu es confronté tout le temps à te mettre dans la mouise, au bout d'un moment, tu te dis en vrai, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que la honte, ou si tu bégayes devant, tu t'oublies tes mots devant 400 personnes, ou pire, tu te rattrapes, t'apprends des trucs. Et je souhaite à tout le monde, en tout cas, de ne pas avoir peur de l'échec, de ne pas avoir peur de se lancer et de se rendre compte qu'en vrai, la vie, c'est une expérience et tout ce que je fais, il y a des trucs, ça n'a pas marché, c'était nul. Je me suis dit, bon, bah, c'est tout, c'est pas grave, c'est nul, voilà, je vais faire autre chose. Et puis on en a qu'une de vie. Et on n'en a qu'une de vie. Donc Voilà. autant essayer de Il faut... la vivre bien. Exactement, comme tu fais chaque jour, Martin, d'ailleurs. Écoute, j'essaie ouais. d'être exemplaire Mais oui, tu parles de moi, mais attends, Martin. Martin elle veut prendre la main sur le podcast. Oui, bah, je me permets, Martin, ceux qui nous écoutent, moi je l'ai connu pareil chez Accor. Au début, je pensais que tu vois, il faisait, tu vois, ces trucs d'accessibilité, mais après, je me suis rendu compte qu'il organisait des Tours de France, qu'il faisait un podcast, que je le vois à tous les événements, et aussi il a une casquette d'acteur parce que je l'ai vu faire pour le vivre ensemble, faire ensemble, le vivre ensemble. Bah, attends. Moi j'attends le livre, Martin. Putain, le livre, le long métrage. Le long métrage. Imagine en fait. Imagine, arrête. Tu vois, demain, ça va se manifester, hein. tu me vois dans un, dans un long métrage. Franchement. Ah, ça serait rigolo ça. Moi j'ai essayé de prendre les expériences comme elles viennent. J'ai toujours été boulimique de tout ça, et pour redire ce que tu as dit aussi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai des parents qui m'ont apporté de l'amour et qui m'ont permis d'avoir confiance. Et
Et c'est ce que j'essaie aussi de faire, du coup, avec tous les gens que je côtoie. C'est donner beaucoup d'amour, faire comme je peux pour que les choses avancent Mmh. et faire beaucoup avec de l'énergie. euh, Parce que j'ai la chance de pas avoir beaucoup de choses à penser avec un A. J'ai Mmh. beaucoup de choses à penser dans ma tête, mais j'ai Ouais. pas beaucoup de choses à penser de bobos de l'enfance, de manque d'amour, de violence, etc. Et donc, Mmh. bah, c'est vrai que quand on part avec ça dans le sac à dos, c'est un très très bon point parce que en fait, l'amour des parents, je crois que tu vois, c'est quelque chose qui est Qui important porte. pour grandir. Et, Mmh. mais c'est complexe et je vois bien qu'on réagit pas tous de la même manière Mmh. face à tout ça, que parfois bah, ça peut créer du coup des balances pas Mmh. forcément équitables dans les familles et autres. Et Ouais. donc on choisit pas sa famille, on choisit pas où on est, on choisit pas sa condition. Par contre, on peut essayer de choisir ce qu'on va en faire. Et, euh, et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Mais d'ailleurs, là, si je peux me permettre, il y a des personnes qui, tu vois, qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément eu la chance d'avoir des parents soutenants ou, tu vois, d'avoir le même amour que les gens pourraient se dire, ah, mais il n'y a pas de solution, en fait, je suis vouée à rien faire. Bah, pas du tout. Parce que, tu vois, les amis, pour moi, même si vous n'avez pas de famille qui est soutenante, d'avoir des amis, des proches, des personnes avec qui on travaille, qui sont alignées avec nos valeurs, tu vois, qui sont dans la bienveillance, comment tu travailles toi, tu vois, d'être entouré de personnes comme ça, c'est aussi la clé. En fait, si jamais bah, vous n'avez pas cette chance-là, c'est de travailler et d'aller dans une voie où vous êtes toujours bien entouré. Et je pense que ça pourra que vous élever dans ce que vous voulez faire et que vous ayez pas, tu vois, soyez pas dans les conditions, dans les normes de la société, tu vois. Comme tu dis, tant qu'il y a la motivation, tant que vous allez casser des portes, peu importe, et que vous êtes vous-même bien entouré, pour Mais moi, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 18, plus avoir tous les réseaux, tout le réseau. c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je crois que savoir s'entourer, c'est la clé de la suite. Et en fait, bien souvent, je rencontre des gens qui s'entourent pas très bien. Et je crois que ça, c'est un truc vraiment essentiel. Bien comprendre pourquoi les gens sont là, Mm. euh, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, qu'est-ce qu'on peut leur apporter, et comment avoir des relations qui soient équitables. Mais même, je trouve que tu vois, dans les relations de couple, moi en étant un homme blanc de 40 ans, Mm. tu vois, c'est des vrais sujets. Et j'ai la chance d'être avec une femme extraordinaire qui Et- aussi est très rigolo sur les mecs mm. en fait juste bah, bien sûr que tu vas faire la bouffe, aller chercher tes gosses et que on fera Ah oui, mercredi sur deux parce que moi j'ai besoin de bosser, j'ai besoin de monter mes bah boîtes ouais. mais ça c'est pas rien, quoi. Donc, Mm. mais en même temps, on a su se choisir Mm. et être OK sur la base. Et il Mm. y a plein de trucs sur lesquels, tu vois, là, dans le Tour de France, un des sujets, c'était OK, t'es sympa, mais Ah juste ouais, ouais. concrètement, Comment on qui est-ce gère qui va gérer les là. gosses là pendant que t'es pas là? Ok. Mais je trouve ça chouette parce que du coup, ça permet aussi d'avoir une balance Mm. qui reste équitable en fait, Ouais. parce que c'est essentiel. Et on est tellement conditionné par l'endroit où on est NAIT. Enfin, décidément, je fais beaucoup mais l'endroit où tu nais, c'est quand même essentiel. Et, et du coup, bah, qu'est-ce qu'on peut en faire? Euh, Comment on peut ouvrir des portes? Comment on peut faire confiance aux jeunes? Parce que c'est eux le futur. Et de toute façon, on n'est qu'une poussière. 8 Ouais. milliards. On est mais tellement insignifiant que de ça, bah, faut réussir Mm. à faire quelque chose au moins qui apporte du bonheur aux autres. Et si je peux rebondir sur ce que tu dis, c'est on s'en rend pas compte comme ça, mais le constat que j'ai fait, c'est tu me parlais de normes de société et tout, d'être un peu conditionné, c'est quand même les gens qui ont pas respecté les règles, qui ont fait des trucs, mais tu vois, genre,
Enfin, des toutes les pirates. femmes, je parle moi parce que je suis une femme, mais tu vois, toutes les femmes qui ont réussi à mettre à briser, à changer en tout cas la loi pour qu'il y ait un monde meilleur. Toutes ces personnes-là, que ce soit dans des films ou dans tout, c'est des personnes qui n'ont pas écouté ce qu'on leur a dit, qui n'ont pas été conditionnées, qui sont passées par la fenêtre, tu vois. Et pour moi, je trouve ça, c'est ok, tu vois, de pas être Dans la case. dans la case. Il y a plein de gens qui ne se sentent pas à leur place et tout. Je sais même pas si j'ai vraiment rebondi à ce que tu as dit finalement, mais ça se complète. Mais c'est marrant, moi, c'est un film. On est parti dans un truc très. Et moi, c'est un film qui m'a. C'est Oppenheimer qui m'a reconfirmé ça il n'y a pas si longtemps. Oppenheimer, Christopher Nolan, tu vois. Je l'ai vu. Et au tout début, il explique l'univers, tout ça, et il dit en fait, ce que vous voyez, les étoiles, c'est 30 milliards. En fait, c'est ce qui s'est passé il y a 30 milliards d'années. Physiquement, ce que tu vois là, déjà, ce truc, ça tourne sans cesse dans ma tête en disant, mec, n'oublie pas que t'es air. T'es rien, en fait. Juste, on comprend même pas la distance, les étoiles, comment tout ça fonctionne. Donc, essaie de faire du mieux que tu peux pour apporter ta pierre à l'édifice, si tant est qu'on construise un édifice. Et le reste, on verra où ça nous mène. Ouais. C'est deep. Ne sombrez pas. non, mais c'est des sujets. Là, on part dans une crise existentielle. Là, on est en train, tu vois, de poser des trucs vraiment. Les gens vont vous regarder le mur comme ça ce soir en écoutant le podcast. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a une conscience, et moi j'avais pas, tu vois, là je découvre aussi en échangeant avec toi tout ce côté très très engagé et le fond en fait. Et je trouve que le risque des réseaux, de l'image, de l'instantané, le problème c'est qu'avec l'instantané, on n'a pas le temps de rentrer dans la profondeur, et du coup on peut passer à côté. Et tu vois, il y a peut-être des gens, s'ils n'ont pas eu la chance de te voir en conférence, de lire tes bouquins, ou d'écouter ce podcast, qui peuvent passer un peu à côté de la vraie Rose, parce qu'en fait, ça constitue, je veux dire, c'est pas une photo sur un Insta ou quoi qui te constitue. Ce qui te constitue, c'est ce que tu vis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quoi. Et les personnes se fient beaucoup aujourd'hui à l'image des réseaux sans, tu vois, par exemple, quand on parle pas des polémiques, mais tu vois, des critiques qui sont faites sur les personnes, c'est un peu, il y a beaucoup d'effets un peu vagues, ou je dirais mouton, mais tu vois, s'il y a quelqu'un qui entend ça, ça va faire un effet où tout le monde va suivre, sans même, tu vois, il y en a, ils disent, ah, j'aime pas ça, je fais, mais pourquoi? Ah bah, je sais pas, c'est parce que je l'ai vu sur, tu vois, tu te dis, bon. Mais si je peux partager aussi un truc personnel sur LinkedIn, par exemple, et moi, je me suis lancée sur LinkedIn, tu vois, il y a quelques années, et je commence à voir une différence entre mes posts il y a 2 ans où j'étais hyper spontanée, je faisais quelques fautes d'orthographe, ou tu vois, c'était pas forcément très... c'est pas des textes de fou, mais tu vois, ça marchait. Et aujourd'hui, où j'ai cette peur à chaque fois que je fais un post LinkedIn de me dire, des fois, il y a des gens, ils m'envoient un message en me disant, Rose, tu as fait faute à cette ligne, là, il y a une faute de grammaire et tout. Je me dis, mais... J'espère, en tout cas, ne pas tomber dans la case LinkedIn et de continuer à être moi-même sur LinkedIn sans forcément, tu vois, avoir les codes. Parce que franchement, je ne mens pas que ça commence un peu à me... Je trouve ça dommage de ne pas pouvoir être moi-même, tu vois, faire des blagues ou... parce que les gens sont habitués à avoir des posts carrés. Je crois que tu peux. Hein. Moi, tu vois, je découvre ça, les réseaux, là. Je me suis lancé il y a 1 an avec le podcast. Il ment. C'est un professionnel, je le vois faire. Bah attends, c'est quand tu t'es lancé sur les réseaux ? Compte LinkedIn, septembre dernier. Ok, bah, il faut le suivre de près, celui-là. Et en vrai, je suis très très spontané, parce que je suis comme ça dans la vie aussi. Et ça me dérange pas du tout d'aller faire des blagues ou des jeux de mots nuls, et en même temps d'avoir des trucs très sérieux. Et je te rejoins. Après, j'ai l'impression que globalement, moi je vois ce que je suis sur les réseaux. Soit c'est des gens à qui j'ai envie de donner un peu de force, si tant est que je leur en donne, soit c'est des gens qui me font marrer. Je trouve que sur la question du handicap, sur ce sujet-là, il y a tellement de trucs inspirants aux États-Unis. Il y a en fait dans des endroits où les gens produisent du contenu divertissant,
Ok. et pas juste donneur de leçons sur regarde, c'est comme ça qu'il faut penser, parce que si tu penses pas comme ça, on sera pas d'accord. C'est un peu ça, en France, quand même. Hein. Ouais. Alors que, tu vois, genre, je découvre Insta, là, depuis 3 mois. Ah bah, tu vas être J'avais pas choqué. d'Insta perso. Hein. Donc, je découvre vraiment la première fois que j'ai utilisé Instagram, c'était il y a 3 mois. Ah ouais, je suis vraiment vieux dans ma tête. Ah non, mais attends. Et sur Insta, Est-ce que tu vois la différence? je me tape des barres, des fois, et je me dis, ça me fait beaucoup rire. Et est-ce que je peux décemment republier ça, ou est-ce qu'il y a des gens qui vont me dire, ah ouais, Mais les non. machins. Et en fait, je le fais. Et je me dis, le jour où on viendra me faire une réflexion, je dirais, hey, gars, tu sais quoi, si ça te plaît pas, il n'y a pas de problème, tu vois, on a le droit de pas être Mmh. d'accord. Il y a des trucs qui sont. Je sais pas, j'ai repoussé une vidéo dans notre groupe de la vidéo, parce que dans la vidéo Ensemble, Ensemble Co, on fait le vivre ensemble, etc. L'objectif de cette vidéo, qui est l'objectif d'un mouvement présidé par Tiffany Mazar et Caroline Fruchot, et qui regroupe une centaine de personnes autour de faire changer le regard sur le handicap. On avait fait une vidéo, et vu que je suis le seul qui n'est pas officiellement en situation de handicap, ils m'ont foutu après le générique. Et je dis, on pourrait mettre des toboggans dans le métro pour aller directement dans le métro. Et je suis tombé sur une vidéo d'un Américain qui est en fauteuil roulant et qui fait le poirier en fauteuil et qui commence à avancer sur ses mains en fauteuil. Et j'ai dit, mais pourquoi on fait pas, plutôt que de mettre des toboggans, pourquoi on formerait pas tous les gens en fauteuil à savoir faire le poirier pour monter les escaliers et tout. Évidemment, c'était second degré. Mais en fait, je trouve ça dommage qu'on perde, que le sujet soit obligatoirement un sujet sérieux et lourd, et je suis pas sûr que ça serve la cause, parce que ce mec, quand il fait cette vidéo, en France, on va avoir un espèce de jugement un peu de ah bah tu te rends compte ce qu'il dit et ce qu'il fait, oh là là, mais vraiment faut pas se moquer du handicap et tout, alors que le mec aux États-Unis il fait 8 millions de vues, et en fait trop cool, et le gars il est en fauteuil, donc je veux dire il est concerné, il sait de quoi il parle, c'est pas juste on a, enfin, c'est du divertissement. C'est-à-dire qu'il est là pour faire passer un message de divertissement. Par contre, quand on est à l'Assemblée nationale en train de parler de la nouvelle loi, là, c'est forcément, sérieux. oui. Mais aussi, je sais pas si quand t'es jeune sur LinkedIn aussi, t'as pas on te met pas une étiquette aussi en mode ah, elle a aucune culture celle-là. Bah ouais. Ouais. Mais moi, j'ai forcément. l'impression, mais ça me tend. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Tu vois, je fais une faute d'orthographe, ça y est, on va me dire ah, elle est bête celle-là. Elle a aucune culture. Ça va pas du tout. Tu vois. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, faute d'orthographe, c'est-à-dire que c'est pas une IA qui a écrit. Franchement, je l'annonce sur Atypico ce soir, aujourd'hui. Pas ce soir. Il est 11h. Si je fais des fautes sur LinkedIn, si vous me suivez sur LinkedIn, je fais des fautes et je mets des contenus qui pour vous sont trop humoristiques ou quoi, sachez que c'est pas que je m'en fous. Je dirais pas ça, mais c'est ma DA. Donc si ça vous plaît pas, je vous fais des gros bisous. Et voilà. Mais j'annonce que je ne changerai plus. Je vais arrêter de faire mes posts trop carrés là. Ça me tend. Donc je l'annonce. Ça là, c'est un espace de changement. Est-ce que c'est une exclu pour Atypique Je sais pas. Mais voilà, je suis atypique, donc je l'assume aujourd'hui. Et si ça vous plaît pas, et ben c'est pas grave. C'est rigolo parce que merci pour cette exclu Rose Penel, on saura te la ressortir un jour. Atypique, on a fait un petit truc sur le Tour de France où justement on demande aux gens d'épeler atypique. Des quoi? Et d'épeler atypique. Ah oui, purée. Le podcast. Et donc il y a tout le monde qui l'épelle en mode correct, donc A-T-Y-P-I-Q-U-E. Et quand on leur dit ah non, on écrit ça A-T-I-P-I-K, ils disent quoi? Mais attendez, et pourquoi? Et c'est assez rigolo. L'orthographe, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'à la fois, on est la langue la plus riche au monde. Je veux dire, la langue française, elle est vraiment extraordinaire et c'est la plus riche. Il y a des mots pour tout. On peut en apprendre tous les jours. Et en même temps, est-ce que la question, c'est sur LinkedIn, est-ce que je suis dans une dissertation et il faut que ce soit parfait? Ou est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait des fautes d'orthographe à condition que le propos ne soit pas ça? Moi, ça me dérange. J'ai une petite anecdote. Non, mais moi, je n'ai pas une très bonne orthographe. Mais parce que j'écris beaucoup, trop vite, aussi. Et que j'ai pas été... Des fois, tu as envie de dire un truc, hein, tu as passé un bon moment, tu fais ton post, tu vois, dans le métro, je sais pas... Non, mais moi, c'est plus basique que ça. C'est que je suis pas très bon. Je suis très bon à l'oral, je suis pas très bon à l'écrit en français.
Et pourtant, j'ai été à l'école, tout ça, mais il y a des trucs sur lesquels, pour moi, ça marche pas, j'y arrive pas, bon, voilà. Je travaille dessus, j'essaie de me relire et tout, mais je fais des fautes. Peut-être que si j'avais fait des tests, on m'aurait dit ah mettez 10 orthographiques machin, je m'en tape, c'est comme ça, ça me dérange pas de gérer une boîte. Je suis attentif quand j'écris un courrier à quelqu'un, un élu, etc. Quand je fais un post sur LinkedIn, je suis pas très attentif, et d'ailleurs il y a un espèce de game dans ma boîte avec quelques personnes qui m'envoient des petits messages en mode hey, pour info, là t'as pas accordé ou t'as pas bien, c'est à chaque fois je leur réponds la même chose en disant est-ce que t'as compris mon message, oui, non, bon bah, et merci, parce que évidemment j'aurais adoré que là mes fils ils ont un truc, c'est le projet Voltaire, 10 minutes tous les jours de français, et c'est disponible pour tous les enfants en France. C'est génial parce qu'ils auront certainement une bonne orthographe. Et en même temps, il y a des trucs qui sont... Pour moi, ça dépend de l'endroit en fait où t'écris. J'ai une instite d'un de mes fils qui lui a écrit un mot sur son comportement. Hein, et il y avait des fautes d'orthographe dedans. Et là, bah, évidemment, je me suis fait un malin plaisir de dire oui, bien sûr, je comprends. Pour votre information, je vous informe que là, la conjugaison n'est pas la bonne. Et donc, pour les prochains parents, évitez de mettre un S. À bon entendeur. Je peux te dire qu'elle a fait un tour sur ton LinkedIn. Là, t'as pas de réponse, qu'elle est en train de tout noter en disserte. Là, je pense que t'es pas prêt. Je pense que je vais avoir un enfant qui se fera traumatiser par une institut à cause de moi. Tu lui as bousillé sa vie. C'est pas grave. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois, il y a un dosage. Je vais faire des fautes de fou. Tu vois, il y a des fautes, vraiment, c'est chaud. Tu vois. Mais c'est pas grave. Tu vois, genre, il y a plus grave dans la vie. Bon, comme tu dis, il y a des moments où voilà, tu peux te permettre de faire des fautes. Donc, heureusement, il y a des logiciels qui existent aussi pour te relire et tout. Mais on va se faire engueuler, nous, par les auditeurs et auditrices. Hein, parce que là, je sais que dans la communauté, je vais me prendre 2-3 messages un peu... Et mais c'est pas grave. C'est pas grave. Rose, on a un petit gimmick dans Atypique. C'est que l'invité d'avant t'a posé une question. Ouais. Et tu poseras une question à l'invité d'après. Okay. Mais je ne te dis pas qui est l'invité d'après. L'invité d'avant, c'était Mathieu Juglar, qui est président de Voir Ensemble, avocat et une personne déficiente visuelle de naissance. Okay. C'était un super épisode avec Mathieu. La question qu'il t'a posée: pensez-vous qu'on ne voit bien qu'avec le cœur et que l'essentiel est invisible pour les yeux? Bah Alors, ça fait 1h08 qu'on enregistre, donc je pense que je vais te faire répéter la question. Pensez-vous que l'on ne voit bien qu'avec le cœur et que l'essentiel est invisible pour les yeux? Mathieu C'est pas mal, hein? Mathieu C'est une vraie question. Alors, je sais pas si je vais bien répondre ou non. De toute façon. Est-ce que l'essentiel ne se voit pas et que... C'est quoi le premier? Est-ce que l'on ne voit bien qu'avec le cœur? Et est-ce que l'essentiel est invisible pour les yeux? En gros, est-ce que tu ressens plus les choses, ou est-ce que ce qui compte, c'est le paraître, être ou paraître, quoi, tu vois? En tout cas, moi, c'est comme ça que je la comprends. Et je trouve que dans ton métier, cinéma, c'est hyper intéressant. Par rapport à ce que je transmets, par exemple, comme message. Ouais, et puis est-ce qu'il suffit juste, pour être une bonne actrice, est-ce qu'il suffit juste d'être jolie à l'écran, ou est-ce que non, c'est la vibration, et comment tu ressens les choses? Est-ce que toi, tu ressens d'abord les vibrations, ou est-ce que c'est l'image? Moi, c'est beaucoup par le ressenti, par les vibrations, par les personnes, tu vois, que je vais rencontrer, la réelle, tu vois, ces choses-là. Au début, pour être honnête, j'avais ce truc où je me suis posé la question si je voulais être actrice pour le paraître, tu vois, pour ce que ça représente, etc. Et je me suis dit, ce que je vois un psy, je suis transparente avec vous, on s'est posé ces questions-là. Et donc, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais me réinscrire, parce que j'avais fait du théâtre, mais j'avais arrêté pour les études. Je me suis réinscrire à un cours d'acteur. Et j'ai un super groupe, dédicace à eux si ils m'entendent, mais avec qui j'ai vécu des émotions. Tu vois, le passé interagit beaucoup dans mon jeu. Et même s'il ne faut pas que se baser sur le passé, on s'en sert, tu vois, des choses qu'on a vécues, des choses difficiles, de la colère, de la joie.
c'est très basé sur le perso. Donc oui, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai ressenti, j'essaye de le transmettre à l'écran. C'est un travail, tu vois, pour que ce soit juste et tout. Mais bien sûr que tu fais avec le cœur, avec l'énergie que tu as reçue. Et ce qu'elle nous disait, notre prof, que c'était une réception entre deux personnes, que tu pouvais pas jouer, par exemple, bien, si la personne en face de toi, elle reçoit pas ton énergie, elle te la renvoie pas. Et c'est vrai. Et du coup, parfois, ça dépend même plus de toi, c'est aussi la personne qui est en face. Et automatiquement, tu vas t'adapter énergétiquement selon les conditions que tu as. Et c'est assez impressionnant. Donc la réponse on voit bien avec le cœur et on n'a pas forcément besoin des yeux. Bah ouais. Voilà. C'est aussi simple que ça, ouais. C'est intéressant, je trouve, comme question, parce que tu vois, c'est un peu le... est-ce que tu viens ici parce que c'est est-ce que tu regardes le nombre de followers, tu vois, avant de venir, ou est-ce que... Alors oui. Est-ce que c'est la vibration? Je suis venue... C'est pour le cacher. Ouais. J'ai été payée 3 000 € pour ça. Non, je rigole. Putain, le dis pas aux autres, arrête, mais... comment... Mince. Non, pas du tout. Non, mais je crois que c'est une bonne question, je trouve, en fait. Ouais, mais même, tu vois, pour le travail, tu travailles... Ouais. Moi, honnêtement, je travaille même... Enfin, pour être honnête, tout ce qui est histoire d'argent, je m'en fous. Ne dis pas. Pardon. Ne dis pas. Je dis pas, mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, j'ai refusé des projets, et pourtant j'ai 25 ans, j'aurais pu, sauter sur les cachets, tu vois. Mais aujourd'hui, je préfère, tu vois, travailler avec des super personnes et tout, et parfois refuser des trucs où je me sens pas en phase avec certaines personnes, plutôt que, pour moi, tout se passe avec le cœur et avec l'énergie, ces trucs-là. Et je trouve que ça crée un truc encore plus fort de réussir dans ces conditions. Je trouve que c'est trop cool, quoi. Bravo. Ça se trouve, tu vas voir que j'ai accepté un truc horrible. Non, on va devoir. C'est pas ce qu'elle a dit. Attends, c'est pas Rose sur la pub Chocapic. Remarque, Chocapic, c'est cool. Bon, on va pas citer d'exemple. On pourrait pas te mettre dans la sauce. On va pas, voilà. Est-ce que tu as une question pour l'invité d'après? T'as vu la question là qui a été posée. Alors, voilà, je vais reprendre ma philosophie que je disais tout à l'heure. C'est si je peux poser la question à la personne après, est-ce que, chère personne qui passe après moi, est-ce que vous pensez que grâce à la pluie viennent les fleurs? Allez. Comprendra qui pourra, comme elle le sent, mais est-ce que vous pensez que grâce à la pluie naissent les fleurs? Très bien, c'est une bonne question. Voilà. Et il faudra savoir que c'est moi, parce que je m'appelle Rose, et vont se dire fleur, Rose. C'est sûr, c'est Rose qui a posé la question. Mais je trouve que tu n'utilises pas assez le... Tu vois, est-ce qu'après la pluie viennent les roses? Est-ce que... C'est-à-dire? Pourquoi fleurs, quoi? Rose? Est-ce qu'après la pluie viennent les roses? Ça sera encore plus, tu vois, double sens. Ça sort, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Oh. Ça, c'est des gimmicks standards. On n'a même pas pris le temps, tu vois, sur 1 heure de parler de tes appareils, de à quel point tu les as pimpés. T'es la première que j'ai vue avec des diamants sur tes appareils, à les mettre en valeur. Tu me disais que dans l'enfance, t'avais vachement utilisé ça comme un accessoire de mode, et c'est quand même trop cool. Parce que faut pas avoir honte de son handicap. Tiens, Virginie de La Lande, est-ce que tu kiffes ton handicap? Virginie, elle a écrit. Oui. Kiffe ton handicap. Et donc, Virginie de La Lande, est-ce que tu kiffes ton handicap? On te pose cette question. Toi, est-ce que tu kiffes ton handicap? Je kiffe mon handicap. Dédicace à Virginie, d'ailleurs, que j'adore. C'est ça. Je kiffe mon handicap. Et il fait partie de moi. Et même si j'avais pas d'appareil, tu vois, je trouve que c'est une force de pas être comme les autres. D'être atypique. Voilà, ça sera les mots de la fin. Rose est atypique, ça y est, enfin, on en a la preuve. Merci Rose d'être venue sur le podcast, c'était vraiment trop cool, Martin. Super épisode, merci d'avoir partagé tout ça, et puis on a hâte de continuer l'aventure, on t'embarque sur le Tour de France, hein? Ouais. Allez, à très vite. À bientôt.